Mon micro ne marchait pas. Bah ouais, je sais. Je viens de voir, j'ai vu les lilas. J'ai vu direct. Je sais pas pourquoi, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi. Comment ça va tout le monde? Salut, salut. Salut Oriane, salut Zylfur. Salut les lilas, salut Psycho. Salut Eldira, salut Riri. Comment vous allez en ce début de semaine? En ce lundi soir? J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end. Que vous avez regardé du JDR évidemment. C'est quand même important. C'est pas la lumière habituelle. Ouais, en fait, c'est pas la lumière. Effectivement. En fait, là, j'ai la lumière de la pièce. Parce que j'avais emmené mes lights hier. Et quand on a rangé, en fait, ils ont. Moi, j'ai ramené les lumières chez moi. Mais. Ils ont mis les. Ils ont mis les. Comment ça s'appelle? Les transfos dans un autre sac. Du coup, mes transfos sont à l'agence là où on joue. Donc, j'irai les chercher demain. Et du coup, en fait, c'était soit la lumière du plafond, soit pas de lumière. Donc, je me suis dit, bah, ça sera la lumière du plafond. Salut Delst, comment ça va? T'es reposé? Putain, la cam, elle arrête pas d'ajuster les focus. Alors, c'est bien, mais ça me saoule. C'est un truc de fou. Dès que je bouge, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis crevé. C'est vrai que ça a été un week-end en la nuit. Je vais vous raconter tout le week-end, évidemment. Là, j'ai un léger déficit de sommeil. Je pense. j'ai, un, j'ai un très léger déficit de sommeil. Je crois que c'est pire que l'autre fois en termes de sommeil. Ouais, c'est pire que l'autre fois, clairement. C'est pire que l'autre fois. Mais en vrai, c'était trop bien. Non, mais en vrai, qui a regardé hier? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu qui a regardé? Laisse-moi deviner, vous avez encore voulu regarder le replay direct après. On a regardé 1 heure avec Emric. Moi, je l'ai regardé cet après-midi. Non, je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait. Mais on a. Moi, j'ai tout vu, moi. J'ai fini là il y a 5. Enfin, j'ai fini, parce que j'ai regardé en plusieurs fois, j'ai fini il y a 5 minutes. Mais ouais, j'ai tout regardé, évidemment, que ce soit pour moi voir les retours ou pour débrief avec vous. Pour moi, me dire, ah ça c'était bien, ah ça c'était pas bien, ah ça j'ai bien aimé, ah ça, ah non, ça va pas. Donc, j'ai tout regardé, évidemment. J'ai tout regardé. Il y avait une antériorité sur une d'avant aussi. Ouais, c'est un cumul. C'est un cumul de 3 nuits, je dirais. Parce que. Alors, le week-end, si je vous fais un peu le. Si je vous fais un peu le week-end dans sa globalité. Donc, vendredi soir. Bah, en gros, vendredi après, on allait monter le décor. On allait. C'est un peu la tradition. Emric bosse. Non, Emric, il dort, je pense. Emric, il m'a dit qu'il était crevé. Vendredi après, on allait monter le décor. Et donc, vendredi soir, la dernière fois qu'on s'était vu, on a fait le Civilisation. On a fait le Civilisation. Pour le coup, vendredi, si ouais, j'ai dû me coucher, je sais pas, à 4-5 heures du mat. On va dire classique. Classique. Le 4-5 heures du mat classique. Et ouais, en gros, j'ai dû m'endormir vers 5 heures. Je me suis levé à 10 heures. Donc, on a fait la nuit de 5 heures. Ça va. Ça va, on va dire. Et du coup, samedi c'était très cool. Samedi, on a passé un bon moment. En gros, moi, en début d'après-midi, on est retourné avec Emric sur place, installer des trucs. On est allé faire, on est allé faire des trucs sur place le, le samedi après-midi. Genre remplir les fioles pour le test des potions, ce genre de choses. On est allé finir de préparer. Et en gros, comme d'hab, vers 16 heures. En gros, vers 16 heures, moi, je suis allé à Dijon parce que Rivenzi arrivait. Et du coup, en gros, Emric, lui, est resté commencer à installer les cams avec Baku, qui s'occupe de la réal.
Et du coup, c'était très cool parce que Rivenzi est arrivé et on avait proposé à Berlu de venir à nouveau. Donc on s'est retrouvé en fait avec Berlu et Rivenzi à Dijon. On a fait, Rivenzi on a parlé tout à l'heure, en gros, bon, je lui ai présenté les escapes, tout ça, mais on a fait un tour de Dijon, on est allé acheter de la moutarde, enfin voilà, on a fait un petit tour de Dijon. Et on a fait le classique à 18h30, on commence l'apéro. Donc on a fait un petit apéro tranquille. Et à 20h, on est allé au resto. Le même que l'autre fois. Donc on était encore 16 au resto. Donc autant te dire que le resto, ils sont contents quand ils nous voient arriver. Et on a fait un resto de 20h à minuit et demi. Un peu long. Un peu long. Et c'était très cool parce que du coup, il y avait tous les joueurs, comme d'hab. Il y a Savinae qui est arrivé juste avant et qui est arrivé avec Gobelin parce qu'ils sont amis IRL. Et du coup, on a mangé tous ensemble, comme d'hab. C'est un peu. Je pense que ça va être un peu la tradition du repas du samedi soir, on va dire. Ils sont contents quand vous arrivez, mais quand vous partez aussi. Oui, oui, oui. Ah quand on part, on est les derniers à partir. Et oui, oui, ils regrettent pas qu'on soit venu, oui. On a bien mangé, on a bien hydraté, très important l'hydratation. Et après, on est retourné au bar boire un coup. Et en fait, avec Rivenzi et avec Az, on voulait voir le combat de MMA dont l'heure estimée était 6h du mat. Que de la grenadine. J'ai pas bu beaucoup de grenadine. Mais on voulait voir le combat de MMA qui était estimé à 6h du mat normalement, parce qu'en gros, ça commence à 4h, vu que c'est à Las Vegas. Mais il y a d'autres combats avant. Du coup, ça peut être 5h30, comme ça peut être 7h. Mais l'estimation, c'était 6h. Donc, on est resté dans mon bar, en gros. Non, parlez pas du combat, on va y arriver, parlez pas du combat. Du coup, on s'est bien marré parce qu'en gros, on a fait un billard, on a fait un karaoké avec Rivenzi et Az. On a fait un petit karaoké, enfin en gros. Et à partir de 4h30 du mat, on a regardé les combats. En mode, faut tenir. Faut tenir. Donc chaque demi-heure qui passait, en fait, il y avait eu plusieurs débats. Rivenzi était en mode, moi je serais plutôt team de, on va se coucher à minuit et demi, on se relève, sauf qu'on dormait pas tous au même endroit. En gros, moi j'étais plutôt en mode, de toute façon, je me couche jamais avant 4 ou 5 heures, donc autant attendre 6 heures. Il y avait un peu un débat. Et on avait dit, on verra. De toute façon, on a fini le resto à minuit et demi. Enfin, voilà, au bar, 3 heures, enfin bref. On a failli se faire un Codenames d'ailleurs. Finalement, on n'a pas fait, mais on voulait se faire un Codenames. Et donc, chaque demi-heure qui passait, s'il y avait différentes écoles. C'est-à-dire qu'il y avait Emric qui s'endormait sur son siège. Il y avait Rive qui alternait entre s'endormir et dire des conneries. Enfin, avec Rive, on était entre la PLS, le stress, l'excitation et la fatigue. Donc ça donnait un mélange assez catastrophique, faut le reconnaître. Mais on était mort de rire, quoi. On était mort de rire tout le temps. Et la moindre connerie, on était mort de rire. Il n'y avait aucun... Et du coup, on regarde tous les combats. Et en fait, tous les combats avant, en gros, le MMA, sur les petits combats, vous avez 3 rounds de 5 minutes max. Sur les gros combats, vous avez 5 rounds de 5 minutes max. Mais s'il y a un KO, un étranglement ou quoi avant, le combat s'arrête. Donc à chaque fois, on était en mode... Sur tous les combats avant, qu'on connaissait pas les gens, on était en mode, vas-y, étrangle-le, mais étrangle-le, qu'on gagne du temps, on veut aller se coucher. On était là, étrangle-le, oui, vas-y, casse-lui la tête. Et tous les combats, quasiment, ont été au bout du bout. Donc à chaque fois, on était en mode, mais non. Et finalement, le combat qu'on attendait, donc le championnat du monde avec Cyril Gane, ça a dû commencer, si je dis pas de bêtises, à 6h45. Donc là, avec Rive, c'est énorme parce qu'au même moment, on s'est levé. Genre, on était en mode trop excité. On se levait. On est dans un caveau. On se lève.
On était en mode, vas-y, let's go, on se tape dans la main, vas-y, c'est maintenant, il va lui casser la bouche, c'est maintenant. Bon, le combat commence. Après 20 secondes, le Français, il met un coup, pénalité, parce qu'il a tapé dans les parties génitales, ce qui est interdit. Le combat reprend. Il va au sol. Étranglement. Il tape. Fini. 1 minute 30. 1 minute 30. Là, on s'est regardé avec Rive en mode... Ben... On n'avait pas les mots. On était claqués, on était dépités. Là, t'as Emric qui s'est levé. Emric, il en avait rien à foutre du combat. Il avait rien à foutre du combat. Il était en mode, bon, allez, vas-y, je reste, c'est rigolo. Et puis, ah, mais on était 4. On n'était plus que 4, Psychocam. On n'était plus que 4. En gros, jusqu'à 5 heures, j'avais laissé des gens que je connais un peu avec nous. Et après, ils sont partis. Et on était 4. Il y avait Emric qui était resté pour être avec nous. Et puis parce que c'était un Français. Et après, il y avait moi, Rive et Az. Nous, on voulait vraiment voir le combat. Et du coup, t'as Emric. C'est énorme. Avec Rive, on était députés en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as Emric qui se lève de son fauteuil qui fait, bon, bah, bonne nuit. Il se barre. Et avec Rive, on dormait au même endroit chez Delst. On sort, il fait jour. Enfin, on sort, il est 7h15, il fait jour. On était les deux dans les rues de Dijon à manger notre seum jusqu'à la voiture. Et on était là. Non, mais c'était quand même une bonne soirée. Enfin, c'était très cool, le resto, c'était sympa. Puis demain, ça va être bien. Bon, il est un peu 7h30, ça fait un peu chier d'avoir attendu 5 heures pour un combat de 1 minute 30. Mais en vrai, on était dégoûtés. On était dégoûtés parce qu'en fait, il n'y a même pas eu de combat. En fait, le Français, il a même pas eu le temps de mettre un coup. Cyril Gane, il a même pas eu le temps de mettre un coup. C'était ça où ça craquait les cervicales. Bah, ça peut être les cervicales ou c'est surtout qu'il tombe KO en fait. Il n'y a plus d'oxygène qui passe quoi. C'est une soumission donc. Moi en fait, qu'ils perdent, en vrai, ça me gêne pas. Mais j'aurais aimé voir un combat quoi. J'aurais aimé qu'il y ait quelques rounds. J'aurais aimé qu'il y ait quelques rounds. Mais du coup, avec Rive, on était en mode. Je pense que dans 5 ans, on en reparle. On s'en rappelle. Tellement la clim a été légendaire. Mais vraiment. La clim. Je lui ai dit, moi, ça n'a pas atteint quand Kiki, il a perdu la Coupe du Monde avec les 22 autres Français qui devaient lui donner le ballon. J'étais chagrin. Là, j'étais moins chagrin, mais j'étais en mode la clim, quoi. Et je me disais, les mecs qui ont dû payer des milliers de dollars pour aller voir le combat, et ben une bonne soirée qu'ils ont passée. Après, il y a l'ambiance, il y a les combats d'avant et tout. Mais du coup, et ben on est allé se coucher. En gros, je me suis couché à 8h samedi soir. Je me suis couché à 8h et je me suis levé à midi. Donc samedi, j'ai dormi 4 heures. Et étonnamment, à midi, j'étais relativement frais quand je me suis levé. Et là, on est retourné l'après-midi. On est retourné l'après-midi sur place. Parce que là, il y avait encore les installs à faire. C'est à ce moment-là où j'enregistre... C'est à ce moment-là où j'enregistre, par exemple, le résumé du début. Et c'est là où j'ai briefé Savinae et Rive. Ça, je vais y revenir vraiment sur le JDR à proprement parler. Mais du coup, après, l'après-midi, elle a déroulé. Et en vrai, j'étais limite short. Sur l'orga, j'aurais eu 1 heure de plus que c'était bien. Enfin, 1 heure de plus que c'était bien. Donc, on a fait le JDR, je vais y revenir. Et après le JDR, donc on a fini tard. On a fini à 12h30. Donc, à 12h30, nous, on est quand même allé manger et autres. Donc, on a commencé à ranger, je dirais, le décor à 1h. Parce que faut tout démonter à chaque fois. Et on a dû finir de démonter tout à 2h30, 3h, je dirais. Et là, avec Emric, on n'était plus que 2. On a commencé à regarder le début. Et alors, pour l'anecdote, donc Rive, il part plus tôt. Rive, il dormait au même endroit que moi.
Et moi, j'avais laissé mon appart à d'autres gens. Et Rive a pas réussi à ouvrir la porte là où il devait dormir. Il a essayé de m'appeler, j'ai pas vu. Alors qu'en fait, la porte était bien ouverte. Et du coup, Rive est allé dormir chez moi. J'avais même pas compris. Moi, j'ai quand même été dormir au vrai endroit, chez Delst, qui eux-mêmes n'avaient pas compris que moi, je dormais chez eux. Donc, ce matin, donc moi, je me suis couché à 5h de nuit. Et du coup, à 8h30, ils m'ont réveillé en ouvrant les volets parce qu'ils n'avaient pas compris que je dormais dans une chambre chez eux. Donc là, j'étais en mode, non, mais aujourd'hui, je dors jusqu'à 13h. J'étais en mode, je dors jusqu'à 13h, quoi. Et en fait, non, pas du tout. À 8h30, il y a eu les volets qui se sont ouverts. Il y a Dels qui est rentré dans la chambre en mode, ah, mais il y a quelqu'un, en fait. Et du coup, il y a Rive qui a dû repasser à 9h chercher ses affaires qu'il n'avait pas pu récupérer la veille. Du coup, je me suis levé, on a discuté avec Rive. Et je suis rentré chez moi après. Salut Natsu. Tu n'allais jamais dormir sur le tracteur. Ah, mais oui, non, mais ils ont toujours un truc pour me réveiller. Mais du coup, en gros, vendredi, j'ai dormi 5 heures. Samedi, j'ai dormi 4 heures. Et cette nuit, j'ai dormi 4h30. Mais en vrai, ça va. Ça va. J'ai eu mon meilleur ami, le coca. Hein, on va pas se mentir. Je pense que mon corps est à 98% composé de coca. Il dit il a pas pu rentrer. C'est énorme. Non mais le sketch. Mais du coup, bon. En gros, au global, le week-end était énorme. Le week-end était... D'où les cernes. C'est possible. T'as fait une nuit de Grim en 3 en fait. Non, pas de grenadine là. On a sorti les grands moyens là. Faut réaliser que je suis mort de rire dans mon écran. Il y a moyen d'avoir un petit sponsor chez Coca. Bon écoute, je pense que eux, ils peuvent financer 80 saisons, hein, à peu près, s'ils veulent. Oui, donc là, on a un nouveau partenaire, c'est Coca. Donc, ils ont financé 80 saisons sur 28 ans. Donc, bah, c'est bon, hein, pas besoin de sub. Vous emmerdez pas à sub. C'est bon, il y a Coca. Non, et du coup, non, mais en vrai, le week-end était trop cool. Encore une fois, bah, enfin, je vais... Exactement comme quand il y avait eu Ultia et Ponce, hein. Mais Savinae et Rive, c'était trop bien. Parce qu'on a le temps, en fait, on a du temps, on peut passer. Je vais signer mon CD créa de prof, du coup. Ah bah, avec Coca, ouais. Salut, c'est faux. Et non, mais en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que. Et on en a parlé avec Rive. En fait, avec Rive, on en a parlé après le JDR hier, quand il est. Quand il est parti, il est parti vers 2h du match, je crois, arrive de mémoire. On en a parlé, toujours, moi je les raccompagne et tout. Enfin, on leur fait un petit sac cadeau un peu avec des petits souvenirs dijonnais. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'au-delà des 4-5 heures de JDR, c'est vraiment le week-end au global en fait. Nous, on passe vraiment un très bon week-end du. Alors pour moi et Emery qui commence limite le vendredi après-midi. Mais en fait, c'est hyper convivial comme ambiance. C'est vraiment un projet collectif qui est très cool. Parce que on est quelques-uns, on va monter le décor. Après, bah tu vois, cette fois, c'est Gobelin et Delst qui avaient préparé des quiches et des cakes pour avant et après le JDR. Donc en gros, samedi soir, on mange ensemble, on passe la soirée ensemble. Le dimanche, on fait des trucs ensemble. Il y en a qui sont allés visiter Dijon. Enfin, Rive, il a fait du sport dans la salle de sport chez Delst, par exemple. En gros, il y a vraiment une ambiance genre hyper détendue, trop cool. Et tout le monde qui est vraiment en mode motivé. Enfin, ça mange un peu avant. Moi, je briefe les gens. Enfin, c'est ultra vivant, ultra communautaire. Le resto, on est les 15, on est 16. Enfin, c'est vraiment... J'ai adoré, tu me bluffes à chaque fois. C'est très gentil. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Et moi, je l'ai toujours dit, on en a parlé avec Rive. En gros, ce que j'essaye de leur proposer aux invités, c'est pas en mode venez faire un JDR, vous arrivez 1 heure avant et vous partez 1 heure après. J'essaie vraiment de leur dire, alors ça dépend de leur agenda, mais j'essaie vraiment de leur dire venez le samedi et autres, comme ça on passe du temps.
Enfin, ça s'était déjà trop bien passé avec Ponce Ultia. Et là, c'est pareil avec Rive et Savinae. Cette bonne ambiance, ça s'est senti de ouf pendant le JDR hier. Ouais, ouais, bah carrément. Non, mais en vrai, ça change tout. Sincèrement, hein, je vous le dis, hein, c'est pas du fake. En fait, si Manu, Delst et Gobelin, ils rencontraient Rivenzi et Savinae 15 minutes avant, le JDR serait 50% moins bien. Mais vraiment, c'est sûr. Parce que moi, je les connais un petit peu. Moi, je connais Rive. Alors, Savinae, je la connaissais pas. Après, Savinae, c'est différent. Elle connaissait Gobelin, pour le coup. Mais Savinae, moi, je la connaissais pas à titre perso. Mais Rive, on se connaît. Mais par exemple, on a eu des discussions avec Rive qu'on n'a pas le temps d'avoir d'habitude, en fait. Moi, quand je vais à Paris, justement, pour les JDR, on se voit 2 heures avant, 2 heures après. C'est ce que je dis. Donc, on parle un peu. Mais là, on a pu vraiment aborder des sujets, enfin, tous des sujets, quoi. Des sujets perso. On a pu parler d'histoire. Ouais, les week-ends sont très cool, ouais. Par exemple, bah, Savinae et Gobelin, ils ont fait une fac d'histoire à la Sorbonne. Donc Riff qui est passionné d'histoire, à un moment on parlait d'histoire, on parle de tout. Enfin, on a le temps vraiment de faire connaissance et les guests, les joueurs ont le temps de faire connaissance, de discuter vraiment de vraiment tisser des liens. Et du coup, pendant le JDR, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'ils se connaissent déjà, ils peuvent se permettre. J'ai n'importe quoi. Enfin, quand Manu. Pour que Manu et Rivenzi arrivent à avoir la relation qu'ils ont eu hier, qui est incroyable, en termes de RP, c'était incroyable. C'est plus simple si. En gros, si Manu il dit à un moment au personnage de Rivenzi ta gueule, il peut le faire là parce qu'il a parlé avec Rivenzi depuis 24 heures et qu'ils ont vu qu'ils avaient le même humour, le même machin. Si Rivenzi arrive 10 minutes avant, Manu, jamais il se permettrait de dire ta gueule arrive parce qu'il se dirait, mais ça se trouve, il va peut-être même pas penser que c'est du roleplay. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça change tout. C'est-à-dire que nous, le JDR, c'est une des parties du week-end. Évidemment, c'est la partie principale. Mais il y a le week-end au global à chaque fois. Et le week-end global a un impact sur le JDR et sur la qualité du JDR. J'ai trouvé encore plus hier que la fois d'avant, mais normalement, tout comme ça, plus détendu. Bah, ça, les 3 joueurs réguliers, Delst, Man, Gobelin, l'ont dit qu'ils étaient plus à l'aise, qu'ils ont. Alors, Delst, je sais pas, mais Manu et Gobelin, ils ont préféré la session d'hier parce qu'ils étaient plus à l'aise et autres. Et on va en parler du jeu à proprement parler. Mais ça, c'est vraiment un point. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on est ultra détendu quand on joue. C'est ce qu'on disait après. En fait, on oublie qu'il y a les caméras. Moi, par exemple, il y a encore eu des petits problèmes de son. Moi, je suis pas au courant. Donc, en fait, je suis pas en mode je stresse parce qu'il y a les problèmes de son ou est-ce que si, est-ce que ça. J'ai raté la séance d'hier, tu vas devoir le replay sur YouTube. Salut Tokitak. Eh ben, elles sont déjà. Enfin, t'as déjà le replay Twitch si tu veux. Et effectivement, après, ça va être découpé sur YouTube avec une petite correction de son et autres. Il y a une complicité qui s'installe. Ah, mais de fou. De fou. Enfin. Et ça se voit en fait. Et tu vois, et à chaque fois, bah, les joueurs aigus viennent me voir en mode. Bah, par exemple, je vais vous le dire, mais Gobelin, à la fin du resto samedi soir, il vient me voir en mode. Franchement, merci pour le projet, parce que bah, déjà, faire du JDR, c'est trop cool. Mais en plus, faire du JDR avec. Il m'a dit avec des humains comme ça, les rencontres et tout. En gros, il y a le côté. Il y a le JDR, mais il y a vraiment le hors JDR. Et pour moi, c'est aussi important l'un que l'autre, en fait. Et c'est trop chouette. Et Rive et Sabinae, on dit pareil, en mode ouais, bah, les rencontres, machin, les trucs, c'est vraiment très cool. Alors j'espère que ça sera toujours comme ça, hein, parce que ça dépend beaucoup de l'entente, et ça, on peut pas y faire grand-chose. J'espère que ce sera toujours comme ça avec tous les invités. J'ai hâte de voir que Jaxas m'avait offert un abonnement hier, merci beaucoup à lui. Salut Asline. Ouais, Jake, bah merci Jake si t'es là, c'est vrai que j'ai vu que t'avais encore offert des subs. Mais j'ai vu que Ultia nous avait raidé aussi. Ultia, la reine, hein. Bah voilà, tiens, petit pull Ratus d'ailleurs. C'est énorme parce que samedi, on se baladait dans Dijon et moi j'avais le pull Ratus noir et Rivenzi avait le pull Ratus blanc. On s'était pas concerté, hein. Mais non, mais franchement, voilà, c'était vraiment trop cool. Je vous dis, il y a Berlu qui nous a rejoint le samedi soir, à nouveau, pareil, trop sympa. Et
Ultia la goth qui a clairement attendu le début du stream pour cut et nous aider. Ah non, mais Ultia, bah, je lui ai envoyé un message. Je suis pas sur live tout à l'heure, mais elle a pas vu et je lui ai envoyé un tweet. Parce que Ultia, ouais, Ultia la reine. Je t'ai dit, hein. Et mais non, non, c'était vraiment bah, très très cool comme week-end et très très cool comme JDR. Et on va parler un petit peu plus de JDR. Mais j'aime bien vous raconter le week-end aussi parce que ça fait partie du charme du truc. En plus là avec le combat, enfin l'histoire du week-end, vous savez, c'est un épisode de soap opéra quoi. C'est un épisode de How I Met Your Mother quoi. C'est, tu sais genre ça s'appellerait la nuit blanche où t'as tout l'épisode Barney qui attend le match pour rien, quoi. Franchement, ça faisait vraiment la série, la sitcom. Donc voilà, mais du coup, ouais, l'ambiance, juste mort de rire. Ah non, mais franchement, c'était tout le week-end. Et à chaque fois, il y a des trucs dans le week-end, il y a des anecdotes. Et, et je peux vous le dire, je peux vous dire un truc, mais même Rive, en gros, il m'a dit, à chaque fois, c'est marrant parce que du coup, Ponce et Ultia, ils étaient déjà en mode, mais en fait, Dijon, c'est trop beau. Et là Rive, pareil. Rive en mode, mais en fait, c'est super beau, Dijon et tout. Et, et Rive, il m'a dit trop gentil. Enfin, en vrai, en gros, il m'a dit, ouais, si, enfin, un jour, éventuellement, revenir avec ce perso, avec un autre perso ou quoi. Et ça, j'ai dit, moi, je leur demande jamais. Ouais, adorable, hein, Rive. Hein, adorable. Franchement, trop gentil. Trop, trop gentil. Et voilà, enfin, c'était vraiment énorme. C'était encore trop bien. Et alors, le JDR. Vous en avez pensé quoi? Vous en avez pensé quoi du JDR? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? N'hésitez pas à dire vraiment en bien, en mal. En plus, ça se voit qu'il se régale. Ouais, franchement, j'ai vu le replay et tu vois que tout le monde s'amuse vraiment. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Tu vois que tout le monde s'amuse. Il y a vraiment des moments où on est hyper dans le jeu et des moments où on est mort de rire. Alors qu'en plus, la séance a duré 1 heure de plus que prévu. Hein. Alors là, c'est marrant parce que sur le. Salut Surisson. Sur la durée, on peut voir les joueurs qui ont plus l'habitude du jeu de rôle que ceux qui ont moins l'habitude. Parce que normalement, on va dire, on devait commencer. En gros, l'idée, si vous voulez, c'est on commence à 19h, le live, et en mode, on fait du JDR de 19h30 à 23h, et on cut à 23h, on va dire. En gros, on est censé faire 19h, 23h30 à peu près. Là, clairement, on a fait 1 heure de plus. On a fait 1 heure de. En gros, au lieu de faire 3h30 de roleplay, on a fait quasiment 4h45. Et c'est marrant parce que tu vois que par exemple, Gobelin, moi ça me gêne pas de maîtriser 8 heures par exemple. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait des semaines de jeux de rôle où on joue 7 ou 8 heures d'affilée et j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Mais par contre, Rive, il nous a dit à la fin, et en plus la fin c'est un petit peu plus compliqué, mais à la fin il était un peu plus fatigué. Bah, Delst aussi, je pense. Ceux qui ont un petit peu moins l'habitude des séances longues, enfin très longues, on va dire, ça se sent un petit peu. J'ai vu un pic à 900 viewers, il y avait du monde. En fait, c'est qu'on s'est fait raider par Ultia. Sinon, en moyenne, je crois qu'en moyenne sur la soirée, c'était 200. Sur le rapport de stream, je crois que c'est 200 en moyenne. J'ai bien aimé les épreuves alternées, ça rythme et ça change. Je m'y attendais pas, du coup, l'effet de surprise, c'était possible. Ouais, bah ça faisait partie des trucs que je vous avais dit qu'elle allait changer. Je vous avais dit, quand je vous avais dit, on va être sur un format de scénario qui change de ce que vous avez l'habitude de nous voir faire. C'était notamment cette partie, toute la partie arène en fait. La partie arène avec le combat, le split en deux, les épreuves. C'était à ça que je faisais référence, notamment sur le côté très différent. On va y revenir, c'est un morceau assez important du scénar. C'était trop bien, mention spéciale au passage du combat et au passage RP de Zeb après le cambriolage chez Pandara où on dirait qu'il va faire une crise de panique. C'est alors ça, c'est marrant parce que
tout le passage où il décide d'aller... En fait, pour vous la faire simple, moi, donc là en gros, ce dont tu parles, Psychocam, c'est le moment où Rivenzi va cambrioler la haute prêtresse avec Savinae, avec Dalwen, sur l'idée de Euseb. Parce qu'ils savent que la haute prêtresse Fanara n'est pas là. Et en fait, l'idée de base... Alors ça c'est complètement improvisé, hein, c'est évidemment pas prévu, ce genre de choses, vous imaginez bien. Ça, c'est une idée à eux, et moi, bah, je m'adapte. Et c'est une super idée. Et l'idée de base, pour vous dire, c'est moi qui dis... Parce que vu qu'on reprend le début du scénar chez la haute prêtresse Fanara, j'avais pas envie qu'ils aillent la voir direct et qu'ils l'interrogent pendant une demi-heure et autres, parce que j'étais en mode, c'est pas très utile et ça va alourdir le truc. Et du coup, avant le scénar, j'ai briefé Man en mode, bah, la haute prêtresse, elle est pas là, tu le sais. Donc si jamais les joueurs proposent d'aller... Tu peux dire, t'as pas besoin de me demander, tu peux dire qu'elle est pas là. En gros. Ça, c'est des informations que moi, je leur donne pour rendre vivant le truc et pour que les informations arrivent de eux en RP plutôt que de moi en extérieur. En gros, l'idée, pour vous la faire simple, ça, c'est un tuyau de MJ que je vous donne, mais moins vous coupez vos joueurs, mieux c'est pour le RP. Donc, vu que moi, je sais que dans tous les cas, ils commencent chez Fanara, il y a une chance sur deux qu'ils veuillent voir Fanara. Donc soit j'attends qu'ils disent l'idée, là je vais leur dire bah non elle est pas là, et ça va faire genre interruption du MJ qui leur casse leur idée, alors que si j'ai prévenu Manu, qui sait déjà lui, il bosse pour elle, donc il sait qu'elle est pas là, je le brief avant, comme ça c'est lui qui dans la conversation naturellement dit non je suis désolé elle est pas là, et c'est beaucoup plus fluide, ils font ah d'accord ok, et en fait c'est du RP, et vous voyez ça c'est plein de petits tips, mais qui améliorent de manière drastique le RP de votre table par exemple. Et du coup, moi, je mets ce petit tips-là pour qu'elle soit juste pas là, en fait. Et eux, quand ils commencent à avoir des doutes, ils sont en mode on n'irait pas la cambrioler, machin et tout. Et en vrai, bah, c'est hyper malin. En gros, ils jouent sur le contexte, ils jouent sur les informations qu'ils ont. En mode, bah ouais, elle est pas là, au moins on sait qu'elle sera pas dans son bureau, quoi. Et donc là, moi, en tant que MJ, il y a deux choix. Soit faire le MJ un peu borné qui va trouver une excuse, soit dire, bah en fait, ils ont une bonne idée, ils ont un voleur, bah go, on fait la scène. Donc ouais, ça, c'était complètement improvisé, elle dira. Complètement, bien sûr. C'est ça le charme du JDR, en fait. C'est justement... je suis impressionné de l'agilité mentale que ça nécessite. Bah... On en revient à ce qu'on disait l'autre fois sur l'impro. Quand tu connais... Tu t'y attendais pas qu'il cambriole? Ah, jamais. Jamais. Jamais de la vie. Je l'ai découvert en même temps que vous. Mais vraiment, hein, sincèrement, je l'ai découvert en même temps que vous. Parce que pour moi, il y a le perso... En fait, il y a le perso de Man. En fait, pour moi, Dalwen, c'est sa cousine à Fanara. Donc, je pensais pas forcément qu'elle allait être aussi critique de sa cousine, ce qui est bien vu. Pour moi, il y a Man qui va faire un garde-fou. Et t'as même un pro les objets que Riv vole. Ouais, bien sûr, ouais. Tout ce qu'ils volent, toute la scène. En gros, vous prenez deux bases. Vous prenez la scène de A à Z à partir du moment où ils ont l'idée. En gros, au moment où ils ont l'idée que Euseb fait la distraction, que Riv... Alors en plus, Riv, hyper intelligent. Franchement, il y a eu des moments de jeu... Il y a eu des moments de jeu d'une intelligence vraiment de joueur de dingue, parce que Riv, quand je lui briefe son perso, sur leur feuille de perso, ils ont les langues qui parlent, parce qu'il y a plusieurs langues dans l'univers. Et Riv, je lui dis, par contre, toi, tu sais pas lire, toi, c'est pas écrit. Et Riv, la scène est dingue. En fait, la scène, je vais vous expliquer pourquoi tout est dingue, franchement, d'intelligence de jeu, à plein de niveaux différents. Parce que, en fait, déjà, il y a la construction du... En gros, moi, je mets cette situation en place, ce contexte en place. Eux, et bah, hyper intelligemment, Savinae et Clovis sont en mode, bah, on aimerait avoir les infos, comment qu'on peut faire? Et là, ils s'organisent mentalement en mode, bon bah, faut distraire Man, parce que jamais le frère Hector va accepter, et faut mettre Tyndall, donc Rivenzi, dans la confidence, parce que c'est lui qui a les capacités de le faire. Et là, il y a deux trucs très intelligents qui se passent, je vais vous expliquer, vous allez voir où je vais en venir. Et ça, tout ça, moi, j'en savais rien, évidemment. Le premier truc hyper intelligent qu'il y a, et là où vous voyez que c'est une table de RP intelligent, c'est qu'ils ont fait un truc, c'est-à-dire qu'ils ont joué contre. Ils sont en capacité à la table de faire des actions dans le dos
des autres personnages, mais sans chercher à leur nuire en le faisant parce que c'est cohérent. Et ceux qui se font, entre guillemets, rouler dans l'affaire ont l'intelligence de comprendre que ils sont pas en train d'être pris pour des cons. C'est les personnages qui font. Ce que j'explique par là, c'est que quand Clovis propose à Frère Hector un entraînement à la dague, que ce soit... Enfin, Frère Hector, moi, je lui fais faire un jet en mode... Vous avez vu, hein, j'ai été honnête, hein, je lui fais faire un jet en mode « Est-ce que tu te rends compte qu'il est en train de te jambonner ?» S'il s'en rend compte, la scène peut se passer peut-être complètement différemment. Hein. Ça se trouve, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu crois pas que je vois que tu me prends pour un débile ?» Et là, on n'est pas du tout sur la même scène. C'est ça la beauté du JDR. Par contre, là, pour le coup, bah, Gobelin réussit à le convaincre. Son perso, je crois, fait 4 en persuasion, là où Manu fait 1 en empathie. Donc, il n'y a même pas de débat, quoi. Manu et son perso se doutent pas. Par contre, Manu, en tant que joueur, il sait très bien ce qu'est en train de faire Gobelin, en fait. Il sait très bien que le perso de Gobelin est en train de manipuler son perso pour contourner. Mais en fait, Manu, bah, c'est l'intelligence du joueur de jeu de rôle. Là, il y a 2 réactions quand vous êtes joueur. Il y a faire la tête de con qu'il le prend mal et essayer de trouver un moyen de contourner en mode ouais, non, mais attendez, je vais aller me balader. Enfin, en gros, vous voyez, de trouver une fausse excuse pour quand même interrompre le fait qu'il est en train de se faire manipuler. Ou la faire comme l'a fait Frère Hector, ce qu'il faut faire en RP. Bah, je joue parce qu'en fait, il sait très bien que dans la logique du personnage de Gobelin, du personnage de Tyndall, c'est logique ce qui se passe et ils sont pas en mode on va se foutre sur la gueule. Et ça, en fait, ça s'appelle jouer contre. C'est très très dur à faire. C'est-à-dire que c'est arriver à accepter que les autres joueurs, des fois, fassent des choses qui sont pas à 100% sur la ligne de ton personnage, mais le respecter. Et du coup, la scène, elle part de ça. C'est hyper intelligent. Après, il dit à Tyndall d'y aller. Et là, Rivenzi, qui a quand même le tilt de penser en mode ouais, alors c'est super parce que moi, je vais aller tout cambrioler, sauf que je sais pas lire. Et bonsoir, trop bien, je dis derrière. Merci beaucoup, Jessie. Et je remonterai les questions qu'il y a eu après, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, Riv, il pense à mettre Dalwen dans la confidence, et ça fait une scène vraiment très jolie, parce que du coup, t'as ceux qui sont en bas, qui sont en train de s'entraîner à la dague, t'as Delst qui est un peu, et c'est un peu le cas d'ailleurs de manière générale dans le groupe, qui est un peu l'espèce de pivot de neutralité d'Elst, en fait. Vu qu'elle a pas ce clivage l'unique, vu qu'elle a des convictions sur les sujets clivants moins fortes. Donc elle a un petit peu un côté pivot de neutralité qui fait qu'elle peut être un peu plus dans les confidences, malgré elle ou parce qu'elle veut. Enfin. Et en parallèle de ça, des deux qui s'entraînent, t'as Rivenzi qui emmène Savinae à l'étage, ça fait une jolie scène d'infiltration. Et là, vous voyez, bah après, encore une fois, c'est la magie du JDR, ils fouillent, bah ils font des mauvais jets, et du coup, ils trouvent quand même des choses, parce que quand tu cambrioles un bureau, t'as beau être mauvais en fouille, tu trouves des trucs, enfin le bureau, il est pas vide pour autant. Par contre, ils trouvent pas forcément ceux qu'ils ont voulu chercher, ils trouvent d'autres choses. Et mais le JDR, c'est une expérience sociale, elle dira. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, ça fait... Mais tout ça, toute cette scène-là, à aucun moment, ni moi, ni Emmerich, quand on a parlé de scénar, on s'est dit, ils vont faire ça. Mais par contre, c'est hyper logique. En vrai, c'est hyper logique, parce que premier scénar, à la fin, Clovis a des doutes sur Fanara. Là, deuxième scénar, à un moment, ils ont de nouveau des doutes sur Fanara, et des doutes qui viennent directement de sa propre cousine. Vous voyez, c'est pas Jean-Michel, le poivreau du coin, qui a des doutes. Et du coup, les doutes, plus l'absence, plus ci, plus ça, ils disent, bon, on essaye. Plus le fait que t'as un voleur et tout. En fait, le cheminement est très, très logique. Mais ça, c'est full impro. Et du coup, ça, c'est une scène qui dure, je crois, 30 ou 35 minutes en tout. Et là, moi, j'ai deux choix. Soit me dire, bah, c'est pas prévu, on le fait pas parce qu'on va perdre 30 minutes. Soit être en mode, non, mais en fait, c'est le principe du JDR. On le fait. Parce que c'est une scène qui est trop bien. Et après, la scène, elle finit encore en masterclass. En mode Rivenzi qui redescend avec le seau, pardon. Et là, Euseb qui a un perso, qui a une analyse juridique, qui a une analyse politique. Et là encore, c'est là où, franchement, RP, ils ont été masterclass hier, tous, franchement. Parce que t'as Rivenzi, il a trop bien joué son perso. Salut Gavins. Lui, forcément, je lui mets kleptomane, il vole des trucs. Et il arrive trop fier en mode, bah j'ai pris ça.
En mode... Et Gobelin qui lui dit, mais oh là 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 là, oh la connerie. Genre, mais vous savez qui c'est que vous avez cambriolé? Et Rivenzi qui est en mode, c'est qui déjà? Tu sais, en mode, Rivenzi, il a aucune connaissance, lui, de l'aristocratie, de la politique. Donc en fait, qui cambriole le Pékin du coin ou qui cambriole un perso hyper important, il fait pas la diff. Par contre, le moment où Gobelin se rend compte que d'une bonne idée, il a quand même envoyé un mec kleptomane dans le bureau de la haute prêtresse. Et là, et là encore Gobelin, il joue hyper bien le coup. Et Rivenzi aussi. Parce que Gobelin, il fait comprendre au perso de Rivenzi en RP que c'est une connerie. Il cherche un moyen de le réparer. En mode, comment je peux faire que un gamin voleur va me le restituer? Bah, l'argent. Donc il joue en RP le je te le rachète. Et ça, c'est énorme parce que c'est hyper cohérent. Et là c'est pareil. Vous avez l'intelligence de Rivenzi en tant que joueur qui rentre en compte. Parce que là, Rivenzi, il a deux choix. Encore une fois, t'as le choix d'être un peu en mode tête de con, je fais le kéké, je fais le show, et non, je le garde, tant pis, ça fout la merde. Voilà. Soit être en mode, la scène a été faite, c'est hyper cool, j'ai fait le vol, ça s'est bien passé. Là, il me donne une porte de sortie, maintenant que j'ai fait mon action, pour éviter de foutre un gros bordel plus que de raison dans la campagne après, dans laquelle je serais plus. En gros, en mode, Riv, il aurait pu être en mode, moi, je suis là que ce soir, je peux faire n'importe quoi, je m'en fous, vous voyez? Et non, il prend, en gros, la perche que lui tend Gobelin, il l'a saisit, parce que de toute façon, la scène, elle a été faite. Vous voyez, la beauté de la scène, elle est déjà là. Que le saut, il le garde après, on en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Le perso de Rivenzi, il sait que 2 heures après, son perso, il peut avoir 4000 thunes ou être pauvre, ça changera rien. Et donc, il rentre dans le RP de Gobelin à nouveau, qui lui rachète le truc. Et là, et la scène, du coup, et tout ça, vraiment, c'est... Vous voyez, c'est les joueurs qui rebondissent sur les joueurs, qui rebondissent sur les joueurs, qui rebondissent sur les joueurs, qui rebondissent sur les joueurs. Et moi, à côté de ça, je balance un peu de poudre de temps en temps là-dessus. Mais tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Et c'est pour vous montrer, quand vous demandez des fois, qu'est-ce qui est de l'impro, qu'est-ce qui est pas de l'impro. Oui, j'ai ressenti que Riv avait vu la porte sortie de Gobelin. Ah, mais carrément! Mais ça, et en vrai, et c'est... Et ce qui est énorme, c'est que Gobelin, il arrive à lui transmettre la porte de sortie en roleplay, mais tout en lui faisant comprendre en joueur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est assez dur à expliquer en fait. C'est assez dur à expliquer, mais... Tu vois, il n'y a aucun moment où on a dit en RP à Rivenzi, en vrai, si tu le rends pas, ça va être la merde. C'est le perso de Gobelin qui l'a expliqué. Et Rivenzi, en joueur et en personnage, du coup, l'a compris. Et ça, c'est très très fort. Et la scène est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je regrette zéro qu'on ait dépassé en temps. Parce que, voilà, justement, forcément, vu qu'on a un timing serré, des fois, il y a des scènes qu'on peut moins improviser. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, le timing. Et là, je me suis permis de le faire parce que c'était ma chaîne. Aussi. Je me suis permis de le faire parce que c'était ma chaîne. Mais cette scène-là, je crois qu'en tout, elle dure 35 minutes. Et après, du coup, c'est marrant parce que t'as Delst qui les rejoint. Et Delst, elle est un peu détachée par rapport à ça, en fait. Donc, c'est... Delst, il y a vraiment un côté de neutralité dans le groupe qui est rigolo aussi. Et, mais du coup, la scène est une masterclass. Il y en a eu beaucoup, hein, pour moi, des masterclass de RP, sincèrement. Il y a eu un niveau de RP, moi, j'ai trouvé incroyable. Tellement qu'en fait, moi, j'ai eu moins à jouer que d'habitude. Et ça, généralement, c'est qu'il y a beaucoup de RP, ça veut dire. Mais la scène est une masterclass de RP parce que tous les joueurs ont des trucs à faire dedans. Ils ont tous le RP qui va, l'intelligence de joueur derrière qui alimente bien. Enfin, franchement, cette scène est trop trop bien. Le temps semble plus long quand on est dans une soirée. Pas ouf, là, juste cligné des... C'est gentil. Et mais du coup, il y a eu plein de trucs. Mais moi, je me suis noté des trucs. Harry, je sais pas ce qui lui arrive, mais excellent de voir mes comparses en full RP, je me régale. Attendez, je reprends juste une ou deux questions qui avaient été mises un peu plus haut. Mon seul reproche, si on peut appeler ça comme ça, c'est ma longueur. Ce que disais Psycho, je comprends. C'est pour ça aussi qu'on découpe en épisodes YouTube après. Mais oui, c'est long. C'est long. Ça t'a pris combien de temps pour écrire le scénar? Je saurais pas te dire parce que là, j'écris pas un scénar.
J'écris un univers, une campagne. Puis à Ethereum, il y a ce que j'écris pour le scénar, mais il y a tous les à côté, il y a l'orga et tout, et je compte. Enfin, mais c'est. Enfin, le projet, c'est des centaines d'heures, je sais pas comment dire. Enfin, en gros, quand je suis pas en stream, 90% de mon temps d'activité, c'est par rapport à Ethereum et au projet à Ethereum. Globalement. T'as même un pro les objets que Rivol. Ouais, je t'ai dit, ouais, ça, je t'avais déjà répondu, pardon, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Osla dit on pourra revenir sur tes PNJ, il y avait 3 pépites. En fait, les PNJ, je vous l'ai déjà dit, mais ceux des one-shot, j'ai le temps de les répéter parce qu'on fait 3 tests avant. Là, j'ai pas le temps. Et hier après-midi, je voulais travailler les PNJ et j'ai pas eu le temps. Du coup, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont en dessous. Et en gros, si on reprend un peu le... N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques que vous aimez pas. En gros, bon, pour moi, il y a un problème qui est moins grave que l'autre fois, mais il y a encore eu des soucis de son à certains moments. Notamment, en fait, il y avait des réglages de la dernière fois, mais avec du matos nouveau. On a fait des tests. Voilà, le son, exactement, regarde. On a fait des tests, ça allait. Et après, moi, j'ai revu là, effectivement. En fait, ils avaient un double compresseur. Du coup, des fois, ça coupait. Il y avait un problème avec la musique et tout. Donc, le son, je vais pas vous mentir, ça me casse les couilles. Enfin, je peux pas vous le dire autrement. Moi, je veux que le son soit nickel. D'autant plus quand il y a une proposition de jeu, encore une fois, comme il y a eu comme hier. Donc, j'ai envie que le son soit cool. Mais si on reprend un petit peu on va dire, le scénar d'hier, déjà, ce que j'avais, une de mes curiosités, ça allait être de voir comment allait se passer l'intégration des 2 nouveaux personnages. Puisque Ponce et Ultia, la première fois, c'était un petit peu différent parce que c'était le début. Donc en fait, c'était nouveau pour tout le monde. Donc là, au niveau de l'intégration des personnages, il y avait 2 grandes différences. Pour vous la faire simple. La première, c'est qu'ils n'arrivaient pas... Comme on dit la première fois, ça tout d'autant plus que c'est le seul truc qui va pas, mais c'est clairement beaucoup mieux que la première. Ah, c'était mieux. Ouais, mais ça me saoule parce qu'effectivement, c'est le seul truc qui va pas et parce que c'est un élément hyper important. Et que j'ai des potes qui me disent, on regarde pas à cause du son. Donc ça me fait chier. Et d'autant plus vu que le reste est très quali en fait. Je me dis, mais c'est dommage. Les joueurs sont à fond, tout tourne très bien. Mais après, c'est compliqué, hein, je sais. Hein, c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas du tout un reproche aux gens qui s'en occupent, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est que ça m'énerve à titre perso qu'on n'arrive pas à être à 100% sur le son. Mais en gros, par rapport à l'intégration des personnages, il y avait 2 nouveautés. Un, ce n'était pas un binôme, comme Jaehalis et Nerian, c'était 2 persos indépendants, et c'était des persos qui arrivaient en cours de route. Donc il fallait voir comment allait marcher la mécanique de... On a déjà nos persos qui sont dans ce qu'on va appeler, en gros en JDR, on appelle ça le métaplot, le complot principal, d'accord? Il y a un peu l'intrigue globale de la saison. Et dans cette intrigue globale de la saison, vous avez votre découpage de scénario comme une série. Vous avez votre saison de série, mais dans l'épisode 1, il y a quand même une histoire, l'épisode 2, il y a une histoire, ainsi de suite. Là, moi, je dois écrire ça de la même manière qu'un scénariste Netflix. En gros, faut imaginer ça. Ce qui est très particulier comme exercice parce que c'est ni vraiment des one-shots, ni vraiment une campagne. Donc c'est vraiment entre les deux et c'est très intéressant, mais je pense que c'est le plus compliqué des 2. Et du coup, les persos, j'ai fait 2 choix un petit peu différents, vous avez vu. Je voulais faire un truc, je voulais que les persos ne se connaissent pas et soient rattachés au groupe. On va commencer par le personnage de Rivenzi. Le personnage de Rivenzi, je savais qu'il connaissait pas l'univers. Je voulais qu'il ait un perso qui puisse prendre en main assez rapidement et un perso qui colle à Rivenzi, un perso comme à chaque fois je vous l'ai dit, mais je veux que les invités aient un personnage central de l'histoire. Et là, ça a été le cas pour Rivenzi. Et j'étais en mode, ok, le 2e scénar, ça va se dérouler dans la pègre. Du coup, je veux un personnage de la pègre. Comment je l'intègre ? Et du coup, j'ai trouvé cette idée de me dire en gros, je me suis dit à quel personnage je le rattache. Est-ce que je le rattache à Aril? Est-ce que je le rattache à Euseb? Est-ce que je le rattache à Hector?
Haril, c'était pas forcément logique, de prime abord. Et Haril avait déjà eu un petit peu la relation, alors moins grande, mais avec Nerian. Euseb, ça aurait pu. J'aurais pu en faire un informateur d'Euseb. Mais c'était un petit peu la facilité, entre guillemets. Et Euseb, lui, avait déjà eu un petit peu la relation avec Jaehalis. Et du coup, j'étais en mode, cette fois, j'aimerais bien que ce soit avec Hector. Et justement, j'aimais bien ce côté. En gros, j'ai créé le perso de Rivenzi, à moitié par rapport à Rivenzi, et à moitié par rapport à Hector. En mode, je veux ce binôme. Les deux ont besoin de l'autre. Les deux sont d'accord sur rien. Les deux vont s'énerver. Mais les deux vont avoir besoin de fonctionner ensemble, en fait. Et en vrai, un régal. Le binôme. Le binôme. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on va en faire un. Parce qu'après, tu réfléchis à comment l'intégrer à l'histoire. Je me suis dit, bah voilà, je vais en faire un mec qui était rivaux des arpenteurs, qui a envie de regagner sa place, qui est un voleur, qui s'est fait choper par le culte. Et du coup, frère Hector va négocier. Et le binôme est d'une efficacité. En plus, je voulais. Et du coup, après, j'ai réfléchi au côté, il y aura le binôme à la reine. Parce que la reine, je me doutais que ça allait être eux qui allaient être en binôme. C'est pour ça que je les ai mis assis l'un à côté de l'autre et tout. Et du coup, le binôme, il est drôle. Le binôme est drôle. Enfin, d'un côté, le fanatique religieux, mais qui des fois pète des câbles. De l'autre, le voleur, mais qui en même temps. Et ce côté de. Et ça, c'est vrai, hein. Manu, à la fin, aurait pu dire bah non, je le remets dans les geôles. En gros, Manu, il avait le droit de vie ou mort sur le perso de Rivenzi. Faut voir comme ça. Tout comme Rivenzi avait le droit de tenter de se barrer ou de jouer sa carte. Vous voyez, ils étaient vraiment libres. Moi, je leur dis pas, faut absolument que Rivenzi, il savait. En fait, les autres ne savaient même pas que Rivenzi avait un objectif secret, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on peut se permettre parce qu'on a ce format avec un invité. Mais du coup, le binôme, je trouve, les joueurs ont trop bien joué. C'était vraiment très très cool en RP, c'était drôle. Enfin, c'est quand il se titille, mais il le joue bien. Enfin, le binôme a vraiment, je trouve, apporté une ambiance vraiment très très drôle. Et encore une fois, renforcé par le fait que les joueurs bah, avaient passé quelques heures le week-end ensemble, ça aide pas mal. Et ce qui est rigolo, c'est que je les ai vraiment briefés chacun de leur côté. En gros, le moment où frère Hector va dans les geôles interroger Rivenzi avant de le libérer, ils l'ont pas joué. C'est moi qui ai dit à Rivenzi, toi t'as vu les choses comme ça. Hector, je lui ai dit, toi t'as vu les choses comme ça. Et après, let's go. Et de l'autre côté, c'était un autre défi, c'était Savinae. C'était lui faire jouer donc Dalwen que vous connaissiez parce que c'était quand même le PNJ principal du premier scénario. Et Dalwen, en termes d'historique, sur un perso qu'on joue une soirée, sincèrement, vous vous rendez pas compte de la maîtrise de Sabinae sur le DOS. Parce que Dalwen, elle est impliquée dans mon historique de campagne à moi, donc ce que j'ai écrit avant, le souffle incarnat, la guilde, donc toutes ces histoires-là, elle est impliquée, donc elle a forcément des infos. Puis après, elle est impliquée dans le premier scénario. Et Savinae, elle découvre quand même l'univers. Alors, elle avait vu des moments de la première partie, elle n'avait pas tout vu. Mais elle a dû prendre en main l'univers, le perso, toutes les infos, tous les noms, la guilde, le souffle incarnat, qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi vous travaillez, Ishen, ma pote, mes fournisseurs, le culte de l'unique, blablabla. Une quantité d'informations. Elle a un RP, une présence assez dingue. Oui, c'est monstrueux. Je te confirme que quand Frame 1, quand il lui annonce la mort de Ishen. Salut Bitter. Quand il lui annonce la mort d'Ishen en mode un peu. C'est vrai qu'ils ont été très maladroits. Et tu sens que les joueurs n'étaient pas encore à 100% dans le RP. Parce que par exemple, la manière dans laquelle frère Hector le dit en mode elle est pas en grande forme, ça après 2 heures de jeu il l'aurait jamais dit. Et la manière dans laquelle elle lui rentre dedans, comment ça pas en grande forme, c'est pas la vérité. Et ça c'est hyper intelligent parce qu'elle sait que lui, en gros, ça veut dire que elle a découvert le perso 10 minutes avant,
mais elle a compris que lui, bah voilà, forcément, c'est un fervent de l'unique. Elle sait que dans les préceptes de l'unique, il y a la vérité, et elle le retourne contre lui. Et là, bah, Manu, hyper intelligent, il aurait pu l'envoyer chier, il s'excuse. Parce qu'il sait que son perso s'excuserait. Donc l'intégration des deux persos, c'était un vrai défi. Rivenzi a été du coup très très bon et son binôme avec Hector a très bien fonctionné de A à Z. Savinae, je voulais qu'il y ait un petit peu le lien avec Haril, mais c'était plus léger. Parce qu'en fait, je voulais pas. J'aurais pu faire un truc, c'est que il y a déjà eu la discussion entre Haril et Savinae, le débrief et tout, mais l'objectif c'était de faire le débrief avec vous. Et que justement, il l'informe du décès, des questions et tout. Donc j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, et j'étais surtout curieux de voir la scène d'intro. Parce que la première partie, la scène d'intro, c'est moi qui fais un PNJ, tenez, voilà une quête, blabla. Là, c'est une scène d'intro où c'est eux qui parlent les uns avec les autres. Et alors ça, c'est qui tout double. Parce que les avantages, c'est qu'ils peuvent RP, c'est qu'ils peuvent redonner beaucoup d'informations, ce qui est cool pour vous. Les inconvénients, c'est que s'ils sont pas dans la RP, c'est moins bien. Ça peut être long. Vous voyez? C'est des scènes qui vont parler plus aux gens qui aiment le RP et moins aux gens qui cherchent du dynamisme. Parce que c'est forcément moins dynamique, vous avez 5 personnes qui parlent entre eux. Par contre, ce qui a été très cool du coup sur cette partie introductive, c'est que direct, on a découvert les persos, il y a eu des échanges dans tous les sens, ça a posé des questions et autres. Donc ça a été vraiment une très belle scène d'intro. En tout cas, j'ai trouvé. Et du coup, je l'ai revu et ça m'a confirmé ma vision du truc en live. Mais du coup, voilà, les deux guests, leur intégration, c'était un vrai défi. Pour vous dire, moi, le scénar, j'étais en mode, il va y avoir l'intro, ils ont des infos, je savais qu'ils allaient parler de la mort d'Ishen, je savais qu'ils allaient questionner Savinae sur... En fait, moi, il y a des joueurs que je connais. Par exemple, Gobelin, je le connais en tant que joueur, et il joue un enquêteur. Donc, je savais que première question de Gobelin à Savinae, ça allait être comment vous allez. Puis avant même qu'elle ait fini sa phrase de réponse, elle allait être c'était quoi que vous êtes fait voler en fait. Parce qu'il est déjà dans l'enquête. Donc ça, moi, j'ai même pas besoin de l'expliquer. J'ai pas besoin de mettre un PNJ qui va leur faire ça parce que enfin, si vous voulez, la cote, elle est à zéro, quoi. Je sais qu'il va poser la question et que ça va lancer le scénar. Donc en fait, juste en leur donnant les bonnes infos, tu sais qu'ils vont vouloir des infos sur les arpenteurs, en fait. Et du coup, cette scène est très cool. Donc moi, j'avais prévu, en gros, il y aurait la scène d'intro. Après, j'étais en mode, ils vont chercher, ils vont comprendre que par rapport aux infos qu'ils ont eues, par rapport aux informations du personnage des viewers que j'ai donné justement à Euseb, par rapport aux informations qu'avait Tyndall, par rapport à tout, j'étais en mode, ils vont comprendre que la meilleure source d'information sur la pègre de la cité, c'est le parrain, je sais pas comment dire, enfin, t'as pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Et du coup, j'étais en mode, ok, ce scénar, leur objectif, ça va être d'atteindre Ernor, ça va être d'atteindre le parrain. Et du coup, j'avais la scène d'intro, et après, j'étais en mode, mon objectif, c'était comment ils vont apprendre, enfin, comment ils vont vouloir rentrer en contact avec lui. Moi, je prévois un chemin. Si vraiment ils y vont pas, c'est dommage, mais ça aurait été dommage, mais voilà. Et donc après, j'étais en mode, comment ils vont apprendre qu'il y a cette soirée et tout. Bon, ça, on s'était dit, on verra, de toute façon. Donc là, t'arrives qui dit, ah bah tiens, moi, je vais aller au tripot, machin et tout. Donc on va au tripot. Donc là, je sais que c'est un PNJ que vous avez bien aimé. Le Oscar, parce que ça, c'est le cheveu sur la langue, qui fait que vous aimez bien ça. Et à partir de ce moment-là, ils apprennent qu'il y a la reine. Et ça, forcément, la reine, oui, c'était la partie, on va dire, qui était prévue. L'objectif pour moi, c'était qu'ils participent forcément au truc de la reine. Et c'est là où vraiment, c'était quelque chose qui changeait beaucoup par rapport au scénar qu'on fait d'habitude. Puisque, déjà, il y avait un passage, entre guillemets, obligé. Je leur ai demandé à la fin si du coup ils avaient trouvé que c'était linéaire et Manu m'a dit non, j'ai trouvé que c'était moins linéaire que le premier, alors que c'était enfin, comme quoi c'est un ressenti toujours. Et du coup après je savais voilà qu'ils allaient s'inscrire, trouver les noms d'équipe et autres. Et le vrai défi c'était de se dire ok, on va mettre quand même du combat, mais il y a des persos pas combattants, donc je m'étais dit, j'ai eu cette idée de dire ok, on va faire les deux défis en parallèle, des défis un peu jeu, des défis un peu combat, et on va alterner ça en mode ça rythme,
mais je veux qu'ils soient tous dans le même endroit quand même pour avoir cette ambiance. Et en mode, le but c'est de faire un peu le spectacle pour se faire repérer et s'inviter à une soirée. Donc en gros, moi, mon scénar, si vous voulez, on va dire, il était découpé en 3 parties, si je caricature un petit peu. L'intro, l'arène, la soirée. Et après, tout ce qui gravite autour, notamment la scène dont on a parlé du vol, ça c'est de la full impro, évidemment. Pareil, le cadeau, quand ils doivent chercher le cadeau, j'y reviendrai après, ils passent par l'idée qu'ils ont du parfum. Et à ce moment-là, en plus, ça m'arrange parce qu'on est en retard. Mais ils auraient pu... Moi, j'étais en mode, ils doivent chercher un cadeau. S'ils veulent aller faire le tour de la ville pour trouver tel ou tel truc, on l'improvise, quoi. Ça, j'avais rien prévu, moi, en termes de cadeau, de qu'est-ce que... Enfin, c'était vraiment en mode à eux de faire preuve d'originalité et puis de se démerder, quoi. Et du coup, ouais, on arrive à l'arène avec une bonne mécanique de groupe, je trouve. Et alors, l'arène, le truc, c'est qu'on est arrivé quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure. Je crois que l'arène, on arrive 3/4 d'heure plus tard que ce que j'avais un peu estimé. Parce que forcément, il y a la scène de vol aussi qui s'est rajoutée, l'intro qui a été plus longue et autres. Et du coup, l'arène, j'ai dû accélérer des trucs. Et quand je dis j'ai accéléré des trucs, c'est que j'ai accéléré des descriptions. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'on puisse un peu plus creuser l'histoire des gens qui combattaient. Par exemple, vous voyez, Gobelin qui tilte vite sur les scénars. C'est vous qui avez choisi. Vous voyez, moi j'avais prévu les 2 groupes, c'est vous qui avez choisi lequel ils affrontaient. Et j'étais en mode, parmi les 2 groupes que je vous propose, il y en a un qui vont affronter et un autre qui fera un cadeau à la fin. Vous avez remarqué. Et du coup, ça aurait pu s'inverser. Du coup, ça aurait pas été le même cadeau à la fin et ça aurait pas été les mêmes combattants en face. Parce que ça dépendait de ce que vous choisissiez. Et ça, je trouvais ça cool parce que c'est un vrai sondage qui a un vrai impact du coup. Parce que là, vous voyez, vous avez choisi les héritiers de l'Empiré. Alors, ils auraient pu gagner, ils auraient pu perdre. Mais en l'occurrence, ils ont même saccagé la cousine d'une personnalité importante. Et ça, c'est marrant parce que Clovis, il l'a tilté. Et du coup, ça, c'est un truc qui peut qui peut faire évoluer le contexte de la campagne et qui, du coup, a un vrai impact du sondage viewer. Et ça, j'aime bien. Mais justement, j'aurais bien aimé pouvoir creuser un peu l'histoire de ces personnages. Et le deuxième truc que j'ai accéléré, c'est au niveau des épreuves. Normalement, c'est Oscar qui anime les épreuves. Et du coup, à la base, moi, je voulais animer les épreuves en RP. C'est-à-dire que expliquer les épreuves avec le PNJ, se moquer d'eux, enfin, qu'il y a vraiment une interaction RP entre les épreuves qu'ils faisaient et moi. Sauf que là, vous avez vu, je leur ai expliqué moi en tant que MJ. Il vous dit que si les règles, c'est ça, parce que si je l'avais fait en RP, ça dure 2 à 3 fois plus longtemps chaque épreuve. Ça aurait été très intéressant, mais vu qu'on était déjà en retard, je me suis dit tant pis, je vais faire un sacrifice de RP, on va dire, parce que je sais que ça va accélérer un petit peu quand même. Et c'est pas grave parce que le cœur du truc, c'est d'un côté avoir ce combat, de l'autre côté avoir ces épreuves. Et les épreuves, j'en suis plutôt content, je vous avoue. Et c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous, enfin qu'on fait de plus en plus, mais dans ma vraie vie de JDR, les petits jeux comme ça, j'en fais jamais. Mais c'est zéro. Et là, on commence à en faire parce que je sais que en stream et autres, ça marche bien. Et on avait cherché différentes idées et autres. Et par exemple, un truc, c'est tout con, hein, mais un truc que moi j'ai trouvé vraiment bien, c'est le coup de la corde. En fait, c'est rapide. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est de faire des jeux rapides. Ça durait 2 minutes. Parce que comme ça, la personne qui regarde, typiquement, je vais prendre un exemple gratuit. Bitter, je crois que tu es dans le chat. Je sais pas si Bitter a regardé hier, mais Bitter, connaissant un peu ce qu'il aime dans le JDR, l'épreuve, je pense, des cordes, à mon avis, c'est un truc que c'est pas ce qu'il cherche quand il regarde un JDR. À mon avis. Et ça, je pense qu'il y a d'autres gens dont c'est le cas. L'avantage, c'est qu'en faisant durer 2 minutes, bah, on s'en fout, quoi. Vous voyez, au pire, il va boire un café. Enfin, ça dure pas 20 minutes, quoi. Et ceux qui aiment bien, c'est suffisamment dynamique pour que ça leur plaise. Et j'aimais bien ce côté de plein de petites épreuves qui se succédaient. Et c'est vraiment des choses que j'essaye de mettre de plus en plus. Et je trouve où on s'améliore avec Emric. Parce que le coup de la corde, c'est tout bête, hein. Mais quand j'ai eu l'idée en mode, ok, ils auront le droit qu'à une main chacun, ça fait un travail d'équipe qui inclut les trois, qui
qui est sympa, plus après Gobelin qui fait le point avec la corde, c'est marrant. Et donc l'épreuve de la corde, j'ai bien aimé. L'épreuve du goûtage, elle aurait dû être plus longue, c'est pareil, normalement ils auraient dû le faire en équipe, mais ça aurait été mieux. En vrai, Gobelin a tellement joué le jeu sur les fioles que c'était marrant. Ouais, les fioles c'était très cool, mais à la base, c'était normalement il y en avait un qui buvait, il devait reconnaître les deux parfums, les dire à son voisin, qui lui devait sentir, et comme ça vous auriez mieux entendu la communication. Vous voyez? Parce que là, vu qu'ils jouaient chacun de leur côté, vous n'aviez pas leur réflexion. L'objectif, c'était de les faire parler. Donc, par exemple, vous entendiez Dels te dire moi, je pense que c'est banane pastèque. Et que Clovis, il sent, fait banane, t'es sûr? Ça peut pas être pomme plutôt? Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus vocal. Et donc, plus simple à suivre en stream. Mais le problème, c'est que du coup, on les faisait un par un. Donc, on faisait 2 minutes, oui, non, 2 minutes, oui, non, 2 minutes, oui, non. Du coup, bah, quand on parle d'impro de MJ, bah ça, c'est un exemple d'impro de bah, t'improvises aussi par rapport à ce que t'as prévu. Et là, j'ai fait je cut. Donc en gros, leur partie à eux, je l'ai un peu ralenti de deux manières, enfin je l'ai un peu raccourci de deux manières. Un, en ne faisant pas moi le RP de Oscar, et deux, en raccourcissant sur les fioles. Et la partie combat, je l'ai pas ralenti pour le coup, j'ai simplement moins joué la description. Mais voilà, enfin en gros, je sais pas comment vous avez apprécié l'arène, le combat. Moi, vous savez que je suis pas très combat, mais on a créé du coup un système de combat exprès avec Emric, avec les tokens, quelque chose qui peut permettre de rendre le combat un petit peu dynamique, un peu visuel. J'avais prévenu Manu, je lui avais dit, c'est possible qu'il y ait un combat, et je savais forcément qu'il y en avait, enfin que lui irait, et je lui avais dit, pensez bien, s'il vous plaît, s'il y a combat, à décrire ce que vous faites, en gros. Et c'est pour ça qu'ils l'ont bien rendu quand Rivenzi fait sa roulade, quand Manu... Enfin, en vrai, la scène où Manu est en mode là, j'écarte les bras, et Rivenzi qui fait sa roulade qui arrive derrière, c'est aussi pour ça, je sais pas si vous avez remarqué, que j'avais dit, le but, c'est pas de gagner, c'est de faire le show. Parce que je savais que du coup, connaissant les deux spécimens, ils allaient voilà. Et après, l'arène, elle servait aussi à autre chose, pour être très honnête. C'est que bah, moi, les personnages, je les connais, forcément. Donc le personnage de Frère Hector, je le connais, son histoire, je le connais, son caractère, je le connais, ses capacités, je le connais. Et j'essaye de faire des petits zooms sur les personnages réguliers pour que vous découvriez un petit peu leur histoire. On reparlera peut-être de Euseb et Argon. Il y avait eu la scénette sur le pont la fois d'avant par rapport au Pixie, au Faerie de Haril. Bah là, c'était un moyen de mettre un peu la lumière sur Frère Hector. Parce que je savais, je sais pas comment dire, je savais qu'il allait claquer son pouvoir. Je savais qu'il allait vriller. Je savais que... En fait, j'ai même pas besoin de lui dire « Fais ça, s'il te plaît ». Je sais pas comment dire. Quand tu connais tes personnages, que tu connais un peu le contexte que tu vas leur proposer, tu peux, entre guillemets, un petit peu les pousser. Et moi, je voulais que vous voyiez cette facette, que vous commenciez à découvrir les personnages petit à petit. Et que même les autres joueurs découvrent. Parce que les autres joueurs ne savent pas. Hein. Ah ouais, à ce moment, j'ai encore plus envie de connaître les passés du personnage. Bah ouais, c'est le but. C'est le but. Et même les autres joueurs. Et du coup, l'arène, si. Vous voyez, l'arène, il y a un dernier moment que j'ai accéléré. Et ça, c'est en vrai, de tous les moments que j'ai accéléré à l'arène, c'est celui qui m'embête le plus d'avoir accéléré. C'est en fait le moment où ils se regroupent. J'aurais adoré leur laisser 15 minutes de débrief en mode Haril hyper choqué. Mais qu'est-ce que vous avez fait, frère Hector? Enfin, vous voyez, j'aurais aimé leur laisser cette possibilité-là d'avoir 15 minutes de bah, qu'est-ce qui s'est passé, vous? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Ah oui, et vous? Mais vous lui avez tranché la tête, quand même. Enfin, vous voyez, ça, moi, j'aurais adoré parce que la scène, je pense, aurait été masterclass. Mais je sais qu'ils vont forcément en reparler de temps en temps. Et d'ailleurs, vous voyez, par rapport un petit peu au personnage de Frère Hector, par rapport à la reine, je sais pas si vous avez fait attention à... Est-ce que vous avez fait attention à tout... J'aurais bien aimé avoir ce temps de débrief aussi. Ah bah tout le monde, je pense. Salut Peter. Tout le monde aurait bien aimé la voir.
Mais à ce moment-là, il est déjà 23h. Et moi, je sais qu'il y a encore la suite. Mais et justement, bah, ces petits moments de débrief, c'est aussi à ça, je pense, que vont servir les petites vidéos que je fais entre les épisodes. Parce que forcément, là, l'épisode de confession de Frère Hector, il y aura une question là-dessus. Et c'est pour ça que... Enfin, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là, parce que ça va vous permettre de creuser un peu ces choses-là qu'on n'a pas le temps forcément de creuser en live, je pense. Et est-ce que vous avez fait attention par rapport à Frère Hector à tout ce qu'a dit Euseb avant, jusqu'à l'arène? Je sais pas si vous avez tilté un peu la manière dont Euseb parlait à Tyndall, dont il parlait à Hector, de ce qu'il disait de... Parce que Euseb, et en l'occurrence Gobelin, l'a très très bien joué. Bitter, pas bitter. Je me rappelle plus, faut que j'envoie la rediff. En gros, enfin, il y a plusieurs moments où Euseb fait des sous-entendus. En mode... pour voir comment ils vont tous réagir à ces événements et comment on revient... Oui, oui, ah ouais, carrément, ouais. On a capté qu'il y avait quelque chose. Exactement, ouais. Tim, il faut que je revoie pour les subtilités, donc ça ne se prononce pas. Bah, en gros, si vous regarderez, bah, je dirais peut-être le premier, enfin l'épisode 4 sur YouTube, du coup, et vous verrez que Euseb a, semble-t-il, des informations sur Frère Hector, parce qu'il fait des sous-entendus, mais plein de finesse, en mode, auprès de Tyndall, en mode, enfin, vous inquiétez pas pour votre survie, inquiétez-vous plutôt pour celle des autres. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de provocation. Enfin, en gros, Euseb, il commence à amener des petits trucs. Et à un moment, je sais pas si vous faites gaffe, il dit je mets la main sur l'épaule de Frère Hector et il lui dit excusez-moi. En gros, il fait des petites privates qui sont malines, en gros, que quelqu'un peut remarquer, mais que quelqu'un qui fait pas forcément attention va pas relever. Et ça, c'est ultra bien joué, parce que moi, je sais pourquoi il fait ça, et ça nourrit le RP de manière très fine et très subtile. Et donc, du coup, ouais, la reine. Bah, la reine, c'était vraiment... Quand je vous avais dit, c'est pour ça que quand je vous avais dit l'autre fois, en vrai, le scénar, il sera quand même différent de la construction qu'on vous propose d'habitude. Je pense que c'était quand même pas mal différent. Et ouais, le combat après, moi je fais pas beaucoup de combats, mais là au moins je savais qu'il y avait l'occasion d'en faire un, ça s'y prêtait bien et tout. Donc c'était cool. Je savais pas du tout s'ils allaient la jouer en mode on bourrine tout, on s'arrête, on les laisse se rendre ou si. Enfin, ça je savais pas forcément ce qu'ils allaient faire. Ils auraient pu se faire savater en vrai, même si Hector était, bah, il s'est buffé. Et Savinae qui a utilisé son pouvoir sur Hector. C'est-à-dire que dans le jeu, quand on lance 3D, on est très fort. Quand on lance 4D, on est vraiment très très fort. Sa première attaque, il a 7D. C'est-à-dire que c'est pas censé exister en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Donc je me suis dit, ah oui, bah, il va la découper quoi. Il va la découper. Pas de... Et pourtant, j'avais mis quand même des gars solides en face et j'ai pas triché. Après, enfin, encore une fois, c'est ma RNG à moi. Donc les persos, ils partent avec un désavantage quand c'est moi qui lance les dés. J'avais juste pas assez de dés, j'étais morte. En fait, là, pour le coup, on avait pris moins de dés que d'habitude. Mais du coup, voilà, l'arène, c'était cool. C'est dommage, il y a des petits bugs de musique dans le son. En fait, il y a des bugs de son, il y a des bugs de musique. Parce qu'on avait vraiment des musiques stylax pour tout. Et ouais, c'est juste un petit peu dommage de ne pas avoir pu faire... comment le petit débrief et du coup après il y a eu ce que moi j'appelle la troisième partie. En gros il y avait intro, corps du scénario, conclusion.
Là, vraiment, on était... Enfin, le scénario, on pouvait vraiment le découper comme ça. Entre-temps, on a eu la masterclass du vol, qui vraiment, je pense, restera dans les très très bons moments de la campagne. Vraiment. Et du coup, après, il y a tout le passage chez les bienfaiteurs. Et là, moi, c'était rigolo, ce côté de le père qui organise l'anniversaire de son fils à la reine, machin, il invite et autres. C'est une mécanique, qui marche bien. Et c'était un moyen de vous faire voir. En fait, je sais pas, enfin, vous remarquez, mais j'essaie de vous faire découvrir un peu les différents aspects de la ville petit à petit. Le premier, on a découvert la haute prêtresse, le culte et autres. Là, on s'est plongé un peu plus dans la pègre, les bienfaiteurs. Et vous avez vu, à la fin, on a un petit peu ouvert sur Argon, donc sur les fondateurs. J'essaie de vous faire découvrir un petit peu les PNJ principaux, petit à petit, comme ça, en suivant un petit peu l'histoire. Et donc là, l'objectif, c'était de rencontrer Ernor, enfin, le parrain, le Vito Corleone de Opaline. Et j'aime bien les binômes de personnages. Je trouve que ça permet de mettre un contraste. Donc, et d'ailleurs, Oriane, dans le replay, j'ai vu dans le chat qu'à un moment, tu mets le père, on voit juste que son fil rouge de pensée, c'est quand je vais devoir donner mon héritage à mon fils, ça va être la catastrophe. Et j'étais en mode, oui, on est assez d'accord sur la conception du perso. Après, le fils, il est pas teubé. Hein. Je sais qu'il y en a qui étaient en mode, il est vraiment teubé. Il est pas teubé. Pour moi, teubé, c'est pas ça. Il est prétentieux, machin et tout, et ce sera certainement pas le meilleur gestionnaire, mais c'est pas non plus un débilos. Mais c'est sûr que c'est pas le père, quoi. Et c'est toujours marrant de faire. Moi, j'aime bien ces binômes. Et j'avais très envie de montrer aussi le côté de la ville est pourrie. Ernor, j'ai autant envie de l'épouser pour le charisme que d'essayer de l'assassiner. Il y avait côté montrer que la ville est pourrie, qu'il y a plein la pègre, mais qu'en même temps, les bienfaiteurs... Ouais, un peu superficiel, ça c'est vrai par contre. Et que lui a fait cette espèce de château de Versailles à lui. Et je trouvais ça marrant de finir dans cette espèce d'anniversaire avec les violons, cette soirée qui fait soirée un peu VIP, quoi. Et du coup, ce binôme... Les cadeaux, c'est toujours bien. Alors ça, les cadeaux, hein, je vais pas vous mentir... C'est l'habitude de jouer à L5R. Hein. C'est un jeu à cadeaux. T'as beaucoup ce côté des cadeaux protocolaires qui ont un message. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément compris les cadeaux. Si vous voulez, je vous expliquerai pour moi ce que signifient un petit peu les cadeaux des uns et des autres. Mais ça, c'est vraiment de mon expérience perso de L5R où en gros, ton cadeau, c'est plus qu'est-ce qu'il veut dire, quel message tu fais passer à travers un cadeau que tu ne pourrais pas dire à voix haute que le cadeau en lui-même. Vous voyez? Et ça, je trouve toujours une mécanique de JDR qui est hyper intéressante parce que les joueurs, ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Et l'idée, le coup du parfum, c'est une bonne idée en vrai. Et c'est marrant parce que, alors moi, j'y avais pas pensé du tout. Mais dans l'historique de Delst, on avait fait que effectivement, je lui avais proposé des trucs et tout, et du coup j'avais fait que et les autres le savaient même pas, hein, les autres personnages ne savent même pas que c'est en gros quand Miraema, la jumelle, donc Miraema Talnan, a épousé Sulfuran d'Onyxos, ils ont fait un très beau mariage et autres, comme si c'était un mariage noble. Et ils ont fait des concours pour différents artistes, tu vois, le concours de qui sera la fleuriste, le concours de qui sera le traiteur, le concours de qui sera la parfumeuse officielle. Et c'est Haril qui a gagné. Et désolé, j'ai souvent une façon spéciale d'exprimer mes ressentis, mais c'est faire. Et d'ailleurs, même Delst a zappé sur le coup. Et du coup, quoi, ils ont décidé de se dire. Et moi, j'avais créé le père. Je trouvais ça rigolo, en fait, le fils de la pègre qui avait envie d'épouser la jeune fille un peu idéale de la cité, le truc un peu cliché, quoi, mais que elle, en fait, a fait un mariage politique plutôt, et que du coup, lui a les boules. Et du coup, en fait, mais j'avais pas du tout pensé. J'avais pas du tout pensé que. Par rapport au coup du parfum du mariage de Delst, quoi.
Et du coup, quand ils ont fait les liens et qu'ils se sont dit, ah, on pourrait faire... en gros, lui aurait aimé se marier avec la nana, donc on va lui faire un cadeau un peu moqueur, machin et tout. Et c'est une super idée. Et ça encore, vous voyez, c'est vraiment pas du tout prévu. Et c'est simplement les joueurs qui rebondissent sur le contexte, sur les idées. Et ça, moi, c'est ce que je préfère dans le JDR, quoi. C'est clairement... c'est trop cool, quoi. C'est trop, trop cool. Et du coup, arrive le moment des cadeaux. Et moi, j'étais en mode, c'est rigolo de faire les cadeaux un petit peu. Puis que vous choisissiez si vous trouviez leur cadeau bien ou pas. Vous avez été hyper gentil. Et en gros, après, en gros, vous auriez voté, c'était pas top. C'est un autre qui gagnait et ils auraient pas eu le bracelet. Hein. Ils auraient pas eu le bracelet. Le bracelet, pour moi, il était là si vraiment vous jugiez qu'ils avaient fait un très bon cadeau. Mais sinon, ils l'avaient pas. Et du coup, les cadeaux, si on reprend un petit peu, pour moi, il y a eu en gros, il y avait deux styles. Il y a eu le cadeau des rossignols, donc des voleurs. C'était pour faire un lien aussi avec le personnage des viewers. C'était rigolo que le personnage des viewers soit dans un autre groupe. Pour ceux qui n'ont pas la ref, le chat, à travers des sondages et une feuille de personnage, joue à un personnage qui évolue en parallèle des joueurs et qui collecte des informations et autres. Et ce personnage-là, lui, s'est infiltré dans un autre groupe qui participait à l'arène, qui s'appelle les Rossignols, que les joueurs n'ont pas rencontré à ce moment-là, mais qui du coup étaient à la soirée et qui ont fait un cadeau également. Et les Rossignols, je leur ai fait offrir, en gros, ils ont dérobé le sceau que le parrain de la mafia avait offert à son fils pour ses 20 ans, et là, lui ont offert pour ses 30 ans. En mode, bah, un peu, on se fout de la gueule du fils, très, très ouvertement, parce qu'on montre qu'on a pu lui dérober un objet très précieux. En mode, on le ramène quand même devant le père pour montrer que bah on est quand même loyaux au bienfaiteur. Et en mode, aussi, bah regardez, on est fort en fait, juste. On est... faut imaginer, pour moi, j'imagine, si vous voulez, les bienfaiteurs, faut imaginer que pour moi, c'est une organisation. C'est comme si il y avait plein de coteries dans Opaline à la base. Donc les coteries, c'est vraiment les groupes de voleurs. Et après, il y en a qui se sont regroupés, qui ont fait un peu une espèce de coterie principale, qui sont devenus les bienfaiteurs, qui étaient un peu comme les alliances de mafia à New York ou quoi. Et du coup, maintenant, ce groupe principal bah, gère toutes les coteries en dessous. Enfin, une grande partie des coteries d'Opaline. En gros, c'est un peu la centralisation de la pègre. C'est l'organisation de la pègre. Donc, ils ont un pouvoir énorme. Et du coup, après, dans les coteries entre elles, il y en a qui se foutent sur la gueule. Bah, c'était le cas, par exemple, des Langues Noires de Rivenzi et des Arpenteurs, si vous avez suivi. Et il y a des coteries de tous les styles, de tous les styles. Et du coup, les Rossignols, c'était un peu le move de montrer que, bah voilà, on a humilié votre fils. En gros, ça montre on sait que vous décriez un peu votre fils, donc on peut se permettre de un peu l'humilier et de le faire passer pour un con. En mode, vous pourrez lui en coller une et ça lui fera du bien. Et aussi en mode, bah regardez, avant-hier, on est rentré chez vous, on a dérobé votre gamin, puis on lui ramène parce qu'au final, on est loyaux, quoi. Donc c'est effectivement un move très, très politique, effectivement. Et ça, c'est des trucs pour un peu à lire entre les lignes qui sont intéressants. Le deuxième cadeau, c'était Saucy Nicole. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est un peu dans la même logique que ce qu'ils ont fait avec le parfum, hein, pour moi. Le parfum, quand t'offres à un mec le parfum de la femme qu'il aurait voulu épouser, en mode tiens, regarde. Enfin, c'est exactement le même move, hein. C'est un peu on te met dans l'embarras. La différence, c'est que le parfum, tout le monde n'a pas la ref. Le seau, tout le monde a la ref. Donc le seau, c'est faire passer un message au père et à l'assemblée, de mon point de vue. Le parfum, c'est faire passer un message au gamin. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc l'autre cadeau, la tête du traître, bah là, vous voyez, c'est un autre style complètement. C'est le groupe loyaux et plus simple, plus direct dans l'approche,
qui est en mode... qui est en mode, voilà, on a cherché réellement un cadeau qui nous paraissait être un bon cadeau. C'est un peu le chemin direct, vous voyez, c'est pas de gris-gris, on va tout droit. Bon voilà, on a chopé un mec qui vous a trahi, on l'a savaté, on vous le ramène. Vous voyez, c'est plus terre à terre comme approche. Je vais reprendre les deux lives avec prise de notes, moi. Ceux qui ne consomment aucun contenu avec des histoires de cours vs les gens dont le cynisme c'est la vie. Ouais, c'est ça, exactement. Et en gros, mon idée, c'était de vous montrer justement des approches très différentes en fait, de groupes. C'était de vous montrer des approches très différentes. Et après, donc, le cadeau des joueurs, cette idée de parfum. Et moi, je trouvais ça cool, hein, l'idée du parfum, en vrai. Je savais pas du tout, sincèrement, je savais pas du tout ce qu'ils allaient offrir. Et à la base, je pensais pas du tout qu'ils allaient offrir le parfum, justement. Parce que forcément, en fait, si vous voulez, quand t'as une artisane dans ton groupe, bah, dès que t'as un cadeau à faire, tu vas offrir du parfum. Et en plus, elle est très très forte. Alors là, elle a pas eu de chance, elle a pas fait un bon jet, en plus. Mais elle est très très forte. Donc, quand t'as un peintre, t'offres des peintures. Quand t'as une parfumeuse, t'offres des parfums. Puis c'est aussi un moyen de mettre en avant les compétences d'un des personnages du groupe. Donc c'est full logique. Mais des fois, ça s'y prête mieux que d'autres. Donc, et ce qui m'a fait marrer, c'est le mode... les autres ont pas... Enfin, ils ont envoyé Delst tout seul au charbon, quoi. Des gros bâtards. Des gros bâtards. Il y a que au final Riff qui s'est rapproché pour... Et vous voyez, c'est encore une fois, quand on dit que le JDR, il y a une part d'impro qui est énorme, c'est que là, en gros, il reçoit la boîte du seau, il la pose à côté de lui. Là, à ce moment-là, Riff se dit, je peux la voler. Si j'avais dit, il la donne à un mec qui va la ranger, encore une fois, c'est pas du tout la même fin d'histoire. Vous voyez comme quoi, à une description près, bah, les scènes, elles changent du tout au tout, en fait. Et là, moi, à aucun moment... Enfin, je réfléchis pas, je me dis, oui, ok, il pose la boîte à côté de lui. J'aurais très bien pu dire, oui, bah, il la donne à son fils qui va la ranger. Et c'est pas... Et ça, c'est des trucs... Enfin, tu fais pas gaffe, en fait. Tu racontes et tes joueurs rebondissent là-dessus. Et ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Et du coup, moi, j'aime bien la scène comme ça avec le fils qui fait le kéké, le père qui arrive en mode bon, j'en ai rien à foutre, mais il faut que je fasse acte de présence. Je trouve que ça fait une scène assez visuelle, assez jolie. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est deux personnages que j'aime bien. Et après, du coup, bah, le bureau, le moment un peu révélation, en gros, le moment un peu conclusion de ok, on a fait tout ça pour accéder au gars. Maintenant, on veut des réponses. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'en gros, comment expliquer ça, mais là, le scénar, en gros, on s'arrête la dernière fois, la première partie avec les arpenteurs. On cherche les arpenteurs. Je savais qu'à la fin de celui-là, je voulais qu'ils aient des infos, mais c'était qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, on a fait le choix de l'arène. On aurait pu faire, en gros, ce qu'on va appeler le corps du scénario, le remplissage. On aurait pu le faire de 500 manières différentes. Et moi, en fait, bah, j'avais envie de faire l'arène. Mais vous voyez, en gros, l'objectif, c'était accéder à Air Nord. Mais accéder à Air Nord, techniquement, il peut y avoir 3000 méthodes différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans les campagnes aussi. C'est, vous savez un petit peu où vous voulez aller, mais après, alors comment y aller, c'est autre chose. Et du coup, la scène de fin, qui est une très bonne scène. J'ai beaucoup aimé la scène de fin. J'ai beaucoup aimé. Alors, faut imaginer que la scène de fin, on l'a fait, ça fait 5 heures qu'on joue. Rivenzi, forcément, il était moins actif dedans parce que là, on reparle beaucoup plus. En gros, moi, j'étais en mode, à la fin, on va revenir sur ce qu'on appelle le métaplot, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'intrigue principale. Donc là, si les invités ils décrochent un peu, c'est moins grave parce que eux, ils ont déjà réussi leur scénario. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif de Rivenzi, c'est atteindre Air Nord. Après, ce que va dire Air Nord, entre guillemets, c'est moins important. Rivenzi, il a quasiment fini son scénario déjà. Vous voyez? Et c'est là où l'invité est un élément du scénario plus que de la campagne et où il est je sais pas comment dire, une passerelle vers l'histoire principale. Métaplot. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le terme.
Et du coup, la scène de fin, elle est très 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 bien. C'est des bah, je sais que le perso de Ernor, vous avez aimé. C'est les persos... c'est mes persos de prédilection, on va dire, dans le style. C'est les... Enfin... C'est le style de perso que je pense, en termes de PNJ, je verrais le mieux. Donc... Et ça fait vraiment une très belle scène, parce que du coup, il y a le côté... la relation avec Rivenzi, il y a toutes les questions... Les... Le côté, il sait des choses, il veut bien leur en dire, mais il leur dit pas tout. Eux, ils étaient réellement en mode... En fait, à chaque fois que je disais un truc, ils étaient en mode... Est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il nous ment pas? Est-ce qu'il nous prend pour des cons? Est-ce qu'il nous prend pas pour des cons? Mais en même temps, ils étaient en mode... C'est pas un ennemi. Tu vois, ils étaient pas en mode on est hostile. Ils venaient pas l'accuser. Euseb était plutôt en mode non, mais effectivement, vous avez... Enfin, on se doute que vous avez rien à voir avec ce qui s'est passé, mais alors, on veut des infos, mais... Et, et ça fait vraiment une scène que moi j'aime beaucoup, qui fait avancer l'histoire, qui donne... Alors ça donne beaucoup d'éléments, et là c'est vrai où... Faut que je revoie vraiment ça avec l'analyse. Bah là, en fait, le truc, c'est que vous voyez plus mon style de campagne habituel, et c'est ce que je disais, par contre, c'est des campagnes qui sont plus complexes et plus exigeantes que pas mal de choses qui se font en JDR. Il y a beaucoup de PNJ, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'infos. Donc, on se rapproche, on va dire, de mon style de prédilection. Moi, mon style de campagne, c'est justement beaucoup les intrigues, les complots, ce genre de choses. Ce qui est forcément plus éloigné de ce qu'on fait en one-shot, série ou quoi. Mais du coup, je vous y amène petit à petit là-dedans. Mais forcément, c'est aussi plus complexe, plus exigeant. Et ça, c'est clairement un perso qui est fait pour faire ce genre d'intrigue. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'il y a eu le relationnel, oui, avec Tyndall, donc avec Rivenzi. Il y a eu les infos sur les arpenteurs. Il y a eu ces histoires de poudre. Il y a eu le petit taunt sur Euseb et ses liens avec Argon, qui est un truc qu'apparemment existerait, mais qu'on n'a jamais parlé. Ou du coup, même les autres joueurs étaient en mode quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Hein? Donc, il y a ça, il y a eu pas mal d'infos. Et ça fait vraiment une scène de fin, enfin de pré-fin, on va dire, très cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et puis après, comme à chaque fois, j'essaye vraiment de faire une sortie propre. Vous voyez ce que je veux dire au PNJ. Donc Rivenzi, lui, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait est-ce qu'il allait... En gros, pour moi, pour le perso de Rivenzi, il y avait 3 axes, si on est honnête. Il y avait l'axe est-ce que Manu le renvoie dans les geôles de la commanderie? Il y avait l'axe est-ce que Manu le libère, mais c'est tout? Il y avait l'axe est-ce qu'il réussit son objectif secret de Manu le libère et il rejoint Ernor? Et je dirais même qu'il y en avait un 4e, est-ce qu'il tente de se barrer? Mais du coup, c'était très ouvert, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et de l'autre côté, Dalwen, je voulais un truc joli. Je voulais En fait, Dalwen, je suis obligé de faire un truc qui est sentimental, je vous explique pourquoi. Parce que ça s'y prête bien. C'est un perso qu'on suit depuis le début, qui est attachant, à qui il est arrivé des emmerdes, qui a cette espèce d'amitié plus avec Ishen, enfin... C'est un très beau personnage, c'est une très belle relation, enfin, je sais pas comment dire, ce rapport avec Nerian, Jailis, enfin, c'est un personnage hyper attachant, hyper sincère et autres. Et du coup, j'étais en mode, de toute façon, Savinae, elle est pas là la prochaine fois, donc Dalwen, faut qu'elle soit pas là la prochaine fois. Et là, ils ont pas retrouvé ce qu'elle s'est fait voler, encore. Donc, il n'y a pas vraiment de logique à ce qu'elle arrête Dalwen. Vous voyez, si elle joue en ville, vous allez me dire, mais pourquoi en fait la prochaine fois elle est pas avec eux? Pourquoi là elle est en mode bon c'est bon, j'arrête? Donc faut un vrai truc fort qui peut lui proposer une porte de sortie, qu'elle prend pas.
Et j'étais en mode, qu'est-ce que... Et je me suis dit, ouais, le côté avec l'hommage, la famille qui essaye de se racheter, et ce côté, je trouve que ça fait une très jolie scène, qui est très rapide, hein, mais je trouve que ça fait vraiment une très jolie scène qui dure 5 minutes, mais qui est très visuelle, qui est très poétique, je trouve, qui est très émouvante, avec ces chevaux qui arrivent extrêmement classieux, ces discussions uniquement en langage des signes qui renforcent, je trouve, l'émotion. Savinae qui, du coup, répond « je t'aime » en langage des signes pour dire oui, et qui repart, et qui a l'intelligence de faire prévenir les autres, alors qu'on est en pleine scène de RP un peu émouvante. Enfin, je trouve que ça fait une scène de fin qui est très très belle. Enfin, j'ai adoré. J'ai adoré. Et c'était magnifique. C'était... Ouais, moi j'ai adoré. Franchement... Non, j'ai beaucoup beaucoup aimé le scénar hier. Pour moi, c'était, bah, du coup, un peu trop long et toujours les problèmes de son. Mais par contre, en termes de roleplay, de scénario, d'histoire, j'ai adoré, et j'ai adoré le réécouter. Ton cri du cœur de oui, merci quand elle commence. Et je fais en sorte de... Ouais, ouais. Mais ouais, parce qu'en fait... En fait, je sais pas comment dire, mais si elle le fait pas, les joueurs, ils sont obligés de se demander qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin... Parce que même si eux, en tant que joueurs, ils savent, leur perso... Enfin, la nana, tu l'as libérée il y a une semaine, t'enquêtes avec elle, du jour au lendemain, elle est plus là. Bah, enfin, tu pars en spirale, en fait. Oh putain, ils l'ont retrouvé. Oh, aïe, aïe, aïe. Enfin, donc oui. Alors après, en vrai, si elle le fait pas, je peux tricher, moi, et la prochaine fois leur dire, vous avez reçu un courrier. Tu vois, je peux le faire comme ça. En vrai, je peux dire, vous avez reçu un courrier d'Alouen qui vous prévient qu'elle a été conviée aux funérailles et j'éteins l'incendie. Vous voyez, l'incendie dure 2 secondes. Mais je préfère toujours quand ça vient des joueurs et que c'est spontané, en fait. Qu'il n'y a pas besoin, entre guillemets, de tricher, si je puis dire. Donc, donc voilà. Voilà, en gros, voilà ma vision de la partie d'hier. J'ai adoré. Vraiment, je me suis régalé. Je suis vraiment très content de là où on a réussi à aller en termes d'intrigue. On arrive quand même à proposer une intrigue soutenue, on va dire, un contexte assez complexe. Je pense faire un truc peut-être pour le troisième. Tu t'es bien marré aussi, c'est rendu. Ah ouais, ouais, il y a eu des moments, il y a eu des moments à mourir de rire. Il y a eu des moments vraiment à mourir de rire, quoi. C'est genre, enfin, quand Rivenzi est en mode, n'hésitez pas à dire que c'est moi qui ai fait machin machin, que t'as Euseb qui est en mode, enfin, vous savez que quand même vous venez de tuer la cousine d'une des 5 personnages les plus importants de la cité, et que Rive fait en mode, alors, pour être précis, c'est pas vraiment moi, c'est lui. Ça, en fait, c'est tellement spontané. Salut Rechan. C'est tellement spontané, c'est tellement malin, c'est tellement drôle. Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Et on en parlait avec Rivenzi, hein. Moi, Rivenzi, je lui avais déjà dit que... En fait, Rive, il a fait le JDR Pirate, il a fait le JDR Mythologie. Sinon, il faisait pas de JDR à côté. Et au moment du JDR Mythologie, il a commencé avec son frère à jouer à Star Wars. Et là, en 2 mois, ils ont joué 7 fois. Et moi, je lui ai déjà dit... je lui ai déjà dit au JDR Mythologie que j'avais trouvé qu'il avait progressé de fou en roleplay. Des fois, il faisait comment sur le pirate ou sur le mythologie. Non, pardon, sur le western. Sur le pirate ou le mythologie. Des fois, il était dans son perso et des fois, il en sortait un petit peu. Il arrivait moins à être 4 heures en full RP. Parce que c'est pas si facile, en fait. C'est même compliqué. Et je lui avais déjà dit, après le western, je lui ai dit, en vrai, moi,
le western, c'est celui où je t'ai trouvé le meilleur. Et lui aussi lui m'avait dit, bah moi le western, c'est celui que j'ai préféré. J'étais le plus dedans, l'ambiance et tout. Et, et là, on en a reparlé forcément du Star Wars qu'il fait et autres. Qui prend une expérience de fou. Enfin, tu vois, tu joues 7 fois en 2 mois avec d'autres gens et autres. Et hier, on en a reparlé après. Et je lui ai dit franchement, hier, j'ai trouvé que tu as fait ton meilleur RP, quoi. J'ai trouvé vraiment que que tu jouais bien le côté voleur, un peu lâche, mais en même temps qui doit quand même s'en sortir, qui doit quand même aider l'autre, qui est toujours un petit peu sur la tangente, qui est rigolo, mais justement rigolo en personnage. Je l'ai trouvé vraiment... J'ai adoré comme il a joué son perso. Faut rester concentré longtemps. Bah en fait, tu vois, nous, on est en mode... Franchement, on est en mode, s'il y a du hors RP, des fois, il y a du hors RP, hein. Des fois, on dit des conneries, on rigole, quoi. Il y a vraiment des moments très, très drôles. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand c'est drôle parce que les persos sont marrants, quoi. C'est énorme. Je trouve que sur les persos, il va bien. Ouais, ouais. Bah, j'avais changé un petit peu quand même de ce qu'il fait, mais après, oui, je savais que ça allait... Je savais que ça allait bien se passer en termes de perso, ouais. Bah, j'essaie de faire des persos où ils vont s'amuser. Mais je pense, si jamais il devait revenir un jour, en guest, je pense qu'il préférerait jouer un autre perso. Vous voyez? Je pense vraiment qu'il préférerait jouer un autre personnage. Mais ouais, non, c'était franchement hyper drôle. C'était vraiment hyper drôle. Et oui, les joueurs ont préféré celui-là au premier parce qu'ils avaient moins de stress, parce que ils avaient plus l'habitude de leur personnage. Il y avait une très très bonne dynamique de table. Les temps de parole ont été assez équilibrés, à part Delst, qui était un petit peu plus en retrait. Là où, par exemple, sur le premier, Ponce, pendant une bonne partie, était vraiment plus en avant, par exemple, était plus un peu meneur. Là, c'était beaucoup plus réparti. Et ça, de toute façon, ça alternera. Soyons honnêtes, tu es quand même en face de gros streamers aussi. Ah bah bien sûr. Mais en fait, c'est ce qu'ils disent. C'est... déjà, en fait, il y a deux trucs. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que le fait de les rencontrer avant, ça change tout. Ce serait pas du tout pareil sans ça. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, pendant l'intro, tu vois les caméras, c'est un peu plus stressant et autres. Par contre, une fois qu'on joue, on est vraiment en mode, pendant 5 heures... Encore, moi, j'ai la tablette pour communiquer avec Emric et autres. Mais on est vraiment en mode, on joue. Une fois que ça démarre, je joue pareil avec Rivenzi qu'avec Clovis. Et tout le monde est en mode... à la fin, ce qu'on disait, on avait l'impression d'être dans mon salon à faire un JDR entre potes, quoi. Et je pense qu'hier, ça s'est beaucoup ressenti. Hier, le côté vraiment, on joue, on s'amuse et il n'y aurait pas le stream, ce serait pareil à peu de choses près. Ça se sentait quand même. Mais c'était très chouette. Et du coup, en PNJ, j'ai fait moins de PNJ que d'habitude. J'ai fait Oh Réchan, les 6 mois. Je sais pas si ça s'est je reviens dans le même. Ouais, complètement. Oui, puis en plus, je sais pas comment dire. Il y a aussi le fait qu'ils sont très accessibles et très simples, en fait. Ça se trouve, un jour, on aura un invité, ça se passera mal, ce sera une tête de con, il sera hyper hautain. Mais en fait, là, ils sont très gentils, très simples, très accessibles. Je sais pas comment le dire autrement. Donc, hier, c'était les 6 mois du premier stream. J'ai même pas fait gaffe. Donc, mais ouais, du coup, j'ai fait moins de PNJ quand même. Il y a eu Oscar, qui est sympa, puis que c'est possible que vous revoyez. Gwesna, j'avais des idées. Je voulais en faire quelque chose que j'ai pas pu faire, malheureusement, avec. Après, il y a eu le binôme. Après, il y a eu des petits PNJ, mais qui seront peut-être développés un peu plus tard. Mais il y a eu le commandeur.
Il y a eu le commandeur de la commanderie, mais qu'on a vu très vite. Il y a eu le PNJ créé par la capitaine Clovis, la fille qui travaille aux archives. Donc ça, c'est des PNJ qu'on va forcément un petit peu développer, mais qui n'existaient pas, en fait, qu'on a créé comme ça en direct. Et après, il y a eu le binôme papa-fils, qui est rigolo. En vrai, avec un actuel play perso sur la chaîne, c'est beau. Ouais, non, mais c'est sûr il y a 6 mois, on serait sans doute pas dit que on serait en train de jouer à Dijon avec Rive et j'allais dire Marie, mais avec Savinae.